Merci beaucoup. Donc, je me réjouis également d'être parmi vous. Je ne suis pas spécialiste de toute la zone. Hein, Ah bon? Je crois que j'ai travaillé essentiellement sur l'Algérie et la Libye, et avec un regard parfois un petit peu lié à des expériences en Irak, donc sur en effet une dimension qui est celle de l'impact de l'économie rentière sur ces États. Et quand je dis ces États, c'est au sens vraiment large, c'est-à-dire à la fois dans la capacité administrative de gérer des collectivités, des ressources, mais également dans la capacité politique de les redistribuer, et donc de faire en sorte que cet État sache de façon équitable ou pas redistribuer une ressource aussi importante. Mais pour, disons, pour placer un petit peu le cadre dans lequel je veux essayer avec vous de poser ce problème de la rente pétrolière, en particulier sur les trois pays que j'ai cités, je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit, du point de vue, disons, de ce que peut impacter les hydrocarbures, parce qu'on parlera autant du pétrole que du gaz, il faut avoir à l'esprit, du point de vue historique, sans y entrer dans les détails, ce que ça signifie pour ces États aujourd'hui, disons, indépendants, d'avoir à gérer cette ressource-là. Les historiens du pétrole ont de façon assez intéressante découpé, disons, trois périodes importantes en disant, globalement, on a une période qui va de l'an 1910 jusqu'à 1950, où on est dans une situation dite coloniale, dans laquelle, eh bien, à la suite, disons, de la volonté britannique, essentiellement, de doter sa marine de guerre, eh bien, d'un fonctionnement à partir du pétrole, et non plus du charbon, pour augmenter la puissance de la marine britannique, on a besoin de pétrole. Jusque-là, on n'en avait pas besoin. On avait du charbon, on avait d'autres choses. Bon. Donc il y a une recherche du pétrole qui se met en route, et globalement, l'histoire du Moyen-Orient, je crois que ça a été dit ce matin, enfin, pourrait en effet, autour d'un certain nombre de facteurs, je ne suis pas partisan de l'unique variable explicative à partir du pétrole, mais on pourrait considérer qu'un certain nombre d'attitudes, de politiques étrangères aient été déterminées par la recherche de ces hydrocarbures, l'Irak, 1927, etc. Bon. Dans ce cadre-là, on cherche du pétrole, c'est l'époque, disons, des géologues, c'est l'époque des aventuriers aussi, un petit peu, on cherche du pétrole, on en trouve, et on l'exploite dans un cadre extrêmement rudimentaire sur le plan contractuel, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore de grandes entreprises au sens où on va les avoir par la suite, et le pétrole n'est pas non plus ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire son prix, enfin, historiquement, on est dans des choses qui valent moins de $1 le baril, c'est pas du tout le pétrole, il ne faut pas faire d'anachronisme, le pétrole, c'est pas la richesse à ce moment-là, il y a d'autres formes de richesse sur le plan international. Mais c'est dans le cadre colonial que s'opèrent, disons, les premières tentatives d'exploitation, d'exploration, et des pays comme l'Irak, la Libye également, l'Algérie également avec la France sont soumis à des recherches géologiques importantes. Puis arrive à partir des années 50 ce qu'on va appeler la période, disons, post-coloniale, qui va varier en fonction des pays, mais du point de vue pétrolier, ce qui est intéressant, c'est que cette période, disons, post-coloniale, elle va des années 50 aux années, sur le plan pétrolier, disons, aux années 70, c'est que les pays sont indépendants, sont souverains, mais leur sous-sol demeure propriété, voire du point de vue contractuel, demeure sous le contrôle ou sous le droit d'entreprises étrangères. Et donc, pour beaucoup de ces pays, eh bien, on a des ressources, mais on n'a pas les capacités, soit technologiques, parce qu'on n'a pas d'entreprise nationale capable de remplacer les entreprises coloniales pour exploiter ce pétrole, soit quasiment en droit, le sous-sol a été légué sous forme de concession. En Irak, c'est des concessions de 25 ans, en Libye également. En Algérie, la France hésite à lâcher l'Algérie entièrement. Elle est prête à lâcher l'Algérie, mais sans les territoires du Sud. C'est-à-dire là où il y a du pétrole, parce que bon, oui à l'indépendance, pourquoi pas, du Nord, mais pas les territoires du Sud. Mais c'est très clairement posé hein, dans la négociation, c'est pas quelque chose qui est... Et donc on se dit, bon, s'ils veulent l'indépendance, on leur laissera Alger, le littoral, mais le Sud, ça pose un problème parce qu'on vient d'y découvrir du pétrole et on se dit, on en aura besoin de toute manière, etc. Donc, du point de vue du système, disons, post-colonial, souveraineté, disons, territoriale, nationale, politique, mais dépendance extrême du point de vue de l'exploitation de ce sous-sol. Et puis arrivent les années 70, où là, véritablement, on va entrer dans... ce qui fait le cœur peut-être du problème aujourd'hui lié au pétrole, certains pays, dont l'Algérie, la Libye, l'Irak, considèrent que
autour de la question énergétique, se pose en réalité la question de leur souveraineté et surtout de leur développement. Très vite, le Parti basse, le FLN et d'autres acceptent ce slogan « le pétrole arabe aux Arabes ». On est vraiment dans quelque chose qui est disons, formulé très rapidement. Alors chacun s'approprie la paternité de ce slogan, le basse irakien dit que c'est lui, d'autres disent que c'est eux. En réalité, du point de vue historique, ils ne font que reprendre ce que les Mexicains ont fait en 1930, c'est-à-dire le sous-sol appartient aux Mexicains, parce que déjà les Mexicains avaient expérimenté, bien avant les pays arabes, eh bien, ce que c'est que, disons entre guillemets, l'importance de compagnies étrangères dans l'exploitation de leurs ressources, et la nationalisation des hydrocarbures au Mexique en 1930, eh bien, va fortement inspirer. On a retrouvé des textes extrêmement intéressants de dirigeants de pays arabes, assez séduits par le nationalisme mexicain des années 30. Alors, vous voyez que, c'est des fois, c'est pas toujours dans l'islam qu'il y a des influences, il y a aussi d'autres régions du monde qui participent comme ça à des influences à ce niveau-là. Donc les années 70, c'est la tentative réussie, eh bien, dans le cadre des politiques dites de nationalisation, de prendre le contrôle du sous-sol de ces pays, déjà indépendants, mais incapables, pour différentes raisons, de pouvoir exploiter leurs ressources. Et donc, ces trois étapes sont importantes parce que c'est seulement à partir de 1970 que se pose la question de l'économie rentière et de la rente pétrolière. Jusque-là, on est dans un régime de concession très simple. Si je prends le cas de la Libye, entre 1951 et 1969, vous avez plus de 40 compagnies internationales sur ce pays qui versent des royalties, c'est-à-dire des sommes, en général moins de 10% à la monarchie de l'époque, en contrepartie de quoi celle-ci garantit les concessions territoriales qu'elle a octroyées à ces compagnies pétrolières dans la recherche du pétrole, sa découverte, bien évidemment, elles assument le coût, mais aussi dans son exploitation et sa commercialisation. À partir des années 70, c'est une vraie révolution au sens économique, c'est que ces pays deviennent, disons, détenteurs de leur sous-sol. Donc c'est l'indépendance avec ce que la richesse du sous-sol peut apporter, sauf qu'en 1970, là aussi, il ne faut pas le perdre de vue, le pétrole, son prix, il n'a pas trop varié. Il est à moins de 3 $, 2,5 en fonction des uns et des autres. Donc on va prendre le sous-sol, mais on n'est pas sûr non plus que ce qu'on va prendre est forcément, disons, c'est pas le loto encore, c'est pas la richesse subite, etc. Mais ces pays déjà sont très fiers de dire nous contrôlons notre sous-sol, non pas en chassant véritablement les compagnies internationales, mais en remettant tout simplement des contrats qui donnent la majorité en termes d'action, en termes de contrôle aux compagnies nationales, parce qu'entre-temps, et c'est essentiel pour ces pays, ces trois États se sont dotés d'entreprises nationales capables de se substituer aux entreprises pétrolières internationales. La Libye va se doter de la National Oil Company, l'Irak de l'Iraqi National Oil Company, l'Algérie de la Sonatrach. Ce sont des outils déterminants pour tout simplement prétendre à exploiter le sous-sol. Sans ces outils-là, du point de vue technique, sans ces entreprises, disposer d'un sous-sol, ça ne voudrait rien dire, parce qu'on ne pourrait pas l'exploiter. On referait appel à des compagnies internationales qui, bien évidemment, renégocieraient à leur avantage leur investissement. Donc ces trois sociétés pétrolières vont jouer un rôle déterminant, elles vont devenir ce qu'on va appeler par la suite des États dans l'État, tout simplement parce que de 1970 jusqu'à 2011, elles vont assurer l'essentiel des revenus extérieurs de ces pays. Ils sont très simples. S'il y a bien un chiffre pour lequel on n'a pas trop de difficulté à retenir, c'est celui-ci. 97 voire 98% des revenus extérieurs de ces pays proviennent des exportations d'hydrocarbures. Ces hydrocarbures sont, dans leur écrasante majorité, produits par, disons, des compagnies pétrolières nationales, comme celles que j'ai citées, et également, on le verra par la suite, internationales, après l'ouverture des champs et du secteur pétrolier dans les années 80-90. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir des années 70 ? Très simplement, les pays vont considérer que le prix du baril, et la Libye va jouer un rôle moteur à ce niveau-là, le prix du baril n'est pas suffisamment élevé. 3 $, moins de 3 $, le baril, c'est quand même, pour beaucoup, c'est pas cher, c'est pas normal, et il faut négocier une augmentation. Alors l'augmentation qu'on va chercher à négocier au début des années 70, c'est pas une augmentation de type multiplié par 100,
c'est dérisoire. On négocie pour augmenter le baril de 1 $, voire 1,25 $. On voudrait le faire passer de 3, 2,5 à 4 $, 3 à 4,5 $ en fonction des champs pétrolifères. Mais on n'est absolument pas dans un phénomène révolutionnaire, et pourtant le marché refuse. Les compagnies internationales considèrent que c'est un petit peu scandaleux, et progressivement on y arrive. C'est le début, des tentatives de cartel pour essayer d'imposer un prix, notamment qui permettent à ces pays-là d'avoir une meilleure rentrée en ressources financières. Alors, dès l'instant où le prix va augmenter, à partir des années 70, globalement, on peut considérer que ça va être la chance pour ces pays de voir un prix du pétrole augmenter, mais en même temps, on va le voir très vite dans les années 80-90, une très grande, incertitude, parce que justement le prix ne sera jamais, ou du moins les pays pétroliers n'arriveront jamais à fixer véritablement le prix sur le marché. Tout leur combat va consister à avoir une influence sur la capacité à fixer le prix du baril du pétrole. Or, tout le marché international, qui est très simple, entre les pays producteurs et les pays consommateurs, le jeu va se faire en faveur des pays consommateurs qui vont en permanence réussir à obtenir le prix qui est le plus, accommodant pour leur propre économie. Et donc ces pays vont se retrouver extrêmement dépendants, non pas de la production pétrolière, mais du prix du baril du pétrole, qui va déterminer leur propre rentrée, à la fois fiscale et bien évidemment, budgétaire, sur le plan économique. Le prix va augmenter à partir de 70 et il va connaître une montée de 4 $, puis 10 $, puis 15, 20, et il va arriver dans les années 80 à 30 $. Alors, quand on le dit comme cela, on se dit, mais c'est pas grave, c'est rien, 30 $. Mais il faut imaginer qu'un pays comme la Libye, par exemple, voire l'Irak ou l'Algérie, en 1970, le budget de leur gouvernement, il est de moins de 1,5 milliard, c'est-à-dire 500 millions de $. C'est le budget annuel pour arriver à faire tourner l'armée, la police, les fonctionnaires, les investissements. C'est dérisoire. C'est dérisoire. À la fin des années 70, un pays comme l'Irak a un revenu annuel qui avoisine les 27 milliards de $. On passe de 500 millions en 70 à 27 milliards. Pour vraiment avoir à l'esprit ce que ça veut dire, c'est comme si en France, le budget, mettons, je ne sais pas, de 400 milliards de $, passait à quelque chose comme 5000 milliards. D'un coup, on aurait tout ce qu'on veut en France. Avec un budget pareil, on pourrait nous distribuer des logements, des universités, des hôpitaux, parce que, en termes de proportion, d'un coup, on a 10-15 fois plus de revenus. Pour prendre une image plus simple, c'est comme si le SMIC était augmenté, il passait de 1000 € à 15 000 €. Bah oui, ça change la vie. Ça change la vie d'avoir une augmentation pareille. Bah c'est exactement, du point de vue étatique, je ne dis pas du point de vue des sociétés, des populations, du point de vue étatique, c'est exactement ce qui va se passer. On va passer de revenus extrêmement faibles à des revenus conséquents. Alors ces revenus conséquents, ils vont avoir comme premier effet, que l'on va considérer dans les années 70 comme un effet bénéfique, un effet salutaire presque. Pour certains pays, ça va être l'Algérie de Boumedienne à l'époque, va dire, le pétrole, c'est le sang du peuple algérien, donc c'est un peu c'est sa récompense, c'est son droit. Donc les Algériens vont, entre guillemets, profiter de cette manne financière inimaginable. Les Irakiens vont voir dans les années 70 leur pays véritablement à la fois s'industrialiser, s'urbaniser, s'éduquer, et donc la rente va dans les années 70 servir à cela. Elle va permettre, du point de vue économique, si on le voit très schématiquement, d'abord à facilement urbaniser les pays, et les géographes vont constater cela, comment ces pays souvent agricoles, ruraux, vont voir leur population migrer de l'intérieur, se sédentariser dans des villes et finalement accéder à des moyens, des besoins et surtout des ressources qui étaient inimaginables. La santé. L'espérance de vie va passer de 49 ans à 69 ans, en moins de 15 ans presque. La santé va être un élément déterminant. On va construire des hôpitaux, on va avoir une politique de santé sur l'enfance, on va avoir une politique de santé sur les femmes, etc. Donc une amélioration réelle, à ce niveau-là, mais pas forcément égale sur le plan territorial.
On y reviendra par la suite. Mais il y a une amélioration qui va être, disons, assez fortement observée. Et dans les années 70, ces pays, c'est un petit peu l'Asie d'aujourd'hui. On les considérait comme des dragons. La Libye, c'était un émirat en Méditerranée. L'Algérie, un dragon en Méditerranée. L'Irak, on disait, c'est le Japon du monde arabe. Enfin, on était dans l'idée que voilà, ces pays, c'était quelque chose d'assez fascinant. On les regardait en se disant, oh, très rapidement, ils sont en train de... voilà, c'est un petit peu comme les images qu'on a aujourd'hui sur les pays asiatiques. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, etc. Sans doute, ils iront plus loin, parce que ça ne dépend pas du pétrole. C'est toute leur chance. Dans les pays en question, le pétrole était quand même très fortement le facteur, disons, de développement. Donc, un aspect très, disons, bénéfique de la rente pétrolière, mais qui très rapidement, disons, va mettre en avant ce qu'on pourrait appeler des effets pervers, si on accepte cette expression au sens sociologique, pas en termes de jugement, disons, normatif, comme ça, des effets pervers qui vont très rapidement s'illustrer. Le premier, c'est que l'abondance financière, tout simplement, elle va générer des envies de richesse, d'enrichissement. Elle va générer également des fractures, des rivalités, mais elle va également générer surtout un aveuglement des outils de l'État. C'est-à-dire que ce sont des constats que l'on va observer pas seulement sur ces pays-là. On va se rendre compte que la difficulté pour des pays non démocratiques, et c'est un point très important, non démocratiques, d'une abondance financière rapide, eh bien c'est que les outils de l'État sont aveuglés. Et je vais m'expliquer là-dessus parce que c'est un point très important dans l'échec économique de ces pays. Tant que les ressources étaient extrêmement limitées, dépendantes de l'agriculture, dépendantes du tourisme, ça peut choquer, mais la Libye, jusqu'en 1969, c'est la première destination touristique en Méditerranée. On allait plus en Libye avant 1969 qu'en Égypte, qu'au Maroc et en Tunisie. Et les chiffres sont explicites. Il n'y a pas de... Et pour cause, la Libye a un patrimoine archéologique extraordinaire, en fait. Peu connu, méconnu, je dirais plus justement, mais qui, disons, va être littéralement détruit après 1969, parce que Kadhafi va considérer que les touristes sont des espions. C'est évident que ça ne va pas donner envie aux touristes de venir, d'une part, et d'autre part, c'est aussi le message qui va passer, qui va consister à dire on n'a pas besoin du tourisme. Le tourisme, on n'en a plus besoin, parce qu'on a 10, 15, 20 milliards de dollars par an. Le tourisme, il va nous apporter quoi? 1 milliard et plus de problèmes. Donc, on n'en a plus besoin, c'est pas la peine, on abandonne cette politique-là. Donc, on va commencer à être aveuglé par cette richesse. Destruction des outils de l'État. Au sein des administrations, ce qu'on appelle les commissariats au plan, dont la France en avait un, elle avait fait un modèle d'exportation, au sein des commissariats au plan, en général, on réfléchit de façon stratégique sur 20 ou 30 ans. De quoi ce pays a-t-il besoin pour arriver à tel résultat dans 30 ans? Mettons qu'on aimerait que l'industrie représente 15% de l'emploi dans 30 ans, que faire? Et on mobilise toutes les ressources des entreprises, des administrations, de l'éducation pour créer je dirais, les moyens de parvenir à ce résultat. Très vite, ces outils-là vont être marginalisés. On va nommer des fonctionnaires à ces postes-là, mais qui n'auront plus de pouvoir. Les ministres ne les écouteront plus. Simplement parce que le seul ministère qui sera écouté, respecté, pour ne pas dire plus, c'est le ministère de l'énergie. C'est le seul. Le seul qui aura un mot à dire et dont on dira ce qu'il dit c'est important. Et bien évidemment, lui, il sera important parce qu'il va générer l'essentiel des revenus. Donc on va abandonner toute politique de planification, on va abandonner l'idée de responsabiliser les populations, pas d'impôts. On va dire mais non, pourquoi imposer la population? Ça n'a pas de sens. Elle n'en a pas besoin, on peut lui donner des services gratuitement, éducation, santé, transport, on va l'imposer, elle va juste nous contester, elle va dire que c'est pas normal. Donc, et en plus, elle va nous demander un droit de regard. Si je paie, je veux savoir ce que vous faites. Et si je paie rien, j'ai pas de raison de vous dire qu'est-ce que je fais de cet argent-là. On va rentrer dans un mécanisme que, disons, Giacomo Luciani a très bien décrit dans ses travaux sur le fait que l'absence, disons, de taxation se traduisait par une absence de représentation, en reprenant cette explication-là. Donc, pas de responsabilisation au sein de la société, plus d'outils administratifs pour piloter, et pire, on a le sentiment dans les années 70 que, puisqu'on a tellement d'argent,
et ce qui est intéressant à mettre en avant, c'est que aujourd'hui, c'est facile de le dire. Moi, j'ai le beau rôle, parce que je regarde ce qui s'est passé dans les années 70, mais ceux qui étaient au volant des années 70 ne pouvaient pas savoir qu'en 1986, il y aurait un effondrement du prix du baril de pétrole. Donc, eux, en 70, ils conduisent un bolide, hein, une sorte de Ferrari, ils ont l'impression que toute la vie, ils seront riches. Toute la vie, il y aura des revenus pétroliers qui rentreront. Et à aucun moment donné, ils ne se posent la question, et si ces revenus pétroliers chutaient à la suite de l'effondrement du prix du baril du pétrole? Donc, comme on ne se pose pas cette question, et comme on ne soumet pas justement les responsables à ce type de scénario, parce qu'il n'y a plus ce qu'on appelle de prospective, eh bien, on entre dans une logique finalement d'importation massive de biens et de produits. On satisfait la population de façon incroyable. Disons quelques souvenirs pour s'il y a des Algériennes ou des Algériens dans la salle, les années 70, c'est pour les étudiants algériens la période où dans les cafétérias à l'université, on sert du homard, on sert des choses assez incroyables. D'où ça vient? Ça vient de Cuba. À ce moment-là, Cuba exporte des choses extraordinaires en Algérie en contrepartie de quelques, milliers de barils de pétrole. Et les étudiants, c'est un âge d'or. C'est pour vous donner l'idée dans quelle, finalement, entre, je dirais, pas l'irresponsabilité, c'est quand même bien de manger du homard si on est étudiant, mais c'est dangereux de croire que c'est normal d'en manger en permanence sans trop payer le prix réel de ce produit. Donc, durant cette période-là, c'est vraiment l'idée que tout va aller bien, tout sera beau devant, en quelque sorte. On ne voit pas au-delà de cela, durant cette période. Autre effet, disons, pervers extrêmement, nuisible, eh bien, tout ce qui relève de la société civile, eh bien, est totalement étouffé. On considère que l'État, disposant du monopole de cette ressource énergétique, donc a suffisamment de moyens pour pouvoir littéralement acheter, sous la forme de ce qu'on va appeler un régime clientéliste, ces élites, en quelque sorte, à qui il va redistribuer des privilèges, des avantages, etc. Ces mêmes élites qui vont se retrouver aspirées parfois, je dirais, avec enthousiasme, en croyant à ce projet développementaliste fondé sur le pétrole, d'autres fois de façon plus intéressée matériellement, et donc beaucoup d'élites qui vont finalement ne pas réussir à jouer ce rôle un petit peu de critique, on pourrait dire de contestation, non pas politique, non pas, ni religieuse, mais beaucoup plus, disons, du point de vue intellectuel, de critique du chemin qui est pris par ces pays en fondant tous leurs projets sur cette richesse pétrolière. Et beaucoup auront du mal à s'en défaire et considéreront que si ça a échoué, c'est pas leur faute. Encore aujourd'hui, quelques échanges que je peux avoir avec des anciens de cette période, c'est de dire oui, mais s'il n'y avait pas eu le krach de 86, on serait devenu l'Indonésie ou la Turquie. Bah, oui, mais il y a le krach. Il est là, c'est un fait qui est là, qu'il faut donc tenir compte. Parce que finalement, c'est une marge de manœuvre qui n'est pas totalement sous le contrôle de ces États. Donc, beaucoup d'effets pervers liés à cette richesse, mais dans les années 70, on ne les voit pas. Aujourd'hui, c'est facile de le dire. Je dis bien, là, on peut faire même avoir une impression que c'est évident de dire cela. Mais dans les années 70, ça ne pouvait pas l'être. Ça ne pouvait pas l'être parce que rien ne permettait de concevoir finalement les transformations qui allaient s'opérer. Fin des années 70, eh bien, ces pays sont, à partir de nombreux témoignages écrits durant cette période, considérés comme sur un tremplin économique, et on pense que vraiment, voilà, on a 3 pays, on est content de voir 3 pays d'anciennes colonies, la Libye, colonie italienne, la France, colonie, l'Algérie, colonie française, l'Irak, colonie britannique, devenir des pays émergents, potentiellement, en voie d'industrialisation, et on choisit en plus, sur le plan politique, des cheminements assez proches, système républicain, la Libye, ensuite fera une évolution un peu originale avec la Jamahiriya, l'état des masses,
une impulsion dite socialiste, mais au sens local, hein, je précise tout de suite, un socialisme qui se nourrit, disons, en réalité d'une volonté de justice, de redistribution, surtout, disons, je dirais, d'un transfert vers la paysannerie, finalement, de ressources auxquelles elle avait été, disons, privée pendant de longues décennies. Et puis, au cœur de ce projet-là, disons, au cœur de ces républiques, l'éducation, l'alphabétisation, c'est au moins le résultat auquel on peut aujourd'hui, de façon assez homogène, reconnaître un vrai travail d'alphabétisation et d'éducation. Est-ce que les résultats dans le contenu sont à la hauteur des pays? C'est très discutable. Hein. Je veux dire par là que le système scolaire de ces pays n'a pas forcément produit ce qu'on aurait imaginé en termes de compétences, d'acquis, etc. Mais si on le compare à d'autres pays, mettons entre l'Algérie et le Maroc, l'alphabétisation a été évidemment beaucoup plus forte et réussie en Algérie qu'au Maroc, où les choix n'étaient pas les mêmes, et les moyens non plus, hein, pour être, disons, juste à ce niveau-là. Début des années 80, eh bien, on entre dans cette décennie avec, disons, toujours autant d'enthousiasme, mais avec des problèmes qui n'existaient pas lorsqu'on a nationalisé le pétrole. D'abord, une démographie qui commence à être importante. Très rapidement, on voit arriver des jeunes et de plus en plus jeunes, d'une part, et surtout, on commence à observer que les États-nations tels qu'ils se sont construits après les indépendances, eh bien, sont extrêmement réducteurs. Donc, le nationalisme arabe, le militantisme partisan avec des organisations politiques uniques, le BAS, le FLN, les comités révolutionnaires en Libye. Globalement, la liberté n'est absolument pas à l'ordre du jour, mais à ce moment-là, la rente pétrolière est telle que ce n'est pas encore une vraie demande. On n'est pas dans une logique de demande. Il y a des régions, si on prend l'Irak, où... En effet, au Kurdistan ou dans des populations, disons, du sud de l'Irak, il y a déjà des sentiments très forts de contestation qui ont nourri des conflits dès les années... le conflit kurde irakien, on pourrait dire, il est bien avant la problématique pétrolière, mais il va s'accentuer avec la problématique pétrolière parce que, à la différence du passé, Bagdad va avoir les moyens, dans les années 80, de se doter, et c'est le point le plus important lié à la rente pétrolière, d'un appareil sécuritaire extrêmement, disons, non seulement massif, mais en même temps sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces pays vont commencer à faire de la rente pétrolière un usage sécuritaire. Je vais vous donner deux chiffres pour bien avoir à l'esprit ce que ça veut dire. L'Irak va, par exemple, importer pour plus de 90 milliards de dollars d'armement. C'est colossal, hein, c'est vraiment quelque chose... Il faut vraiment imaginer ce que ça veut dire. C'est des centaines de chars de combat, d'avions de combat, d'armements, etc. La Libye, pourtant 4 à 5 fois moins peuplée que l'Irak, va importer pour 27 milliards de dollars d'armement. C'est disproportionné par rapport à cette population dans les années 80. Ça n'a aucun sens d'avoir autant d'armement. Si ce n'est si on prétend à une politique je ne sais pas, enfin de lutte contre ce que Kadhafi va appeler lutte contre l'impérialisme, c'est-à-dire les États-Unis, lutte contre le néocolonialisme, la France et le Royaume-Uni, et lutte contre le sionisme, c'est-à-dire Israël. Alors, la Libye va considérer qu'elle est en guerre contre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et Israël. C'est un pays à ce moment-là de 3 millions d'habitants. Moi je veux bien, mais bon, il y a quand même l'URSS n'est même pas arrivée, disons, dans la guerre froide à faire changer les rapports de force. On aurait du mal à imaginer qu'un pays comme la Libye puisse y parvenir, hein, dans ce cadre-là. Donc on est vraiment dans une période où les dirigeants, et je dis bien les dirigeants, n'ayant plus autour d'eux non seulement des appareils administratifs pour les piloter, mais surtout un cercle politique pour les critiquer, eh bien, perdent le sens des réalités. Perdent le sens des réalités. C'est là, on est vraiment dans... Et ce sens des réalités, il est d'autant plus perdu que les comptes en banque sont pleins à craquer. Ces pays sont, disons, littéralement soumis à des campagnes de séduction énormes, venant de tous les pays, disons, occidentaux, qui rêvent de leur vendre, disons, des armes, des produits alimentaires, j'écoutais ce matin, Sarkozy disent, oui, l'Irak importait du poulet. En effet, la Bretagne était une des régions les plus importantes dans l'exportation de poulet vers l'Irak, sous Saddam Hussein, par exemple. Il y avait des éléments importants, mais on pourrait multiplier. Il va y avoir une perte totale du sens des réalités,
à tel point que certains eh bien, vont basculer à partir des années 80, disons, dans une approche extrêmement disons, aventurière. La rente pétrolière va donner l'impression qu'on peut se mettre au même niveau que les grandes puissances qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, entre guillemets, ont une influence plus forte que d'autres sur la scène internationale. La Libye va basculer dans son soutien au terrorisme. La Libye va créer des camps sur son territoire, à peu près 12. Chaque camp représentera, disons, une nation ou un continent, et fera venir pas moins de 30 000 étudiants, entre guillemets, pour préparer, alors non pas un master en terrorisme, mais pour préparer, disons, ou se former aux techniques du terrorisme. On aura des jeunes Colombiens du M19, des mouvements Touareg indépendantistes, des mouvements Kanak, des mouvements des Black Muslims aux États-Unis. 30 000 personnes viendront en Libye, tout frais payé, hein, pour ensuite exporter dans le monde la révolution libyenne. Distribution de livres verts, etc., etc. Les Libyens se posent la question, et c'est bien nécessaire de faire cela avec notre argent. À ce moment-là, il est évident que le régime ne laisse pas la possibilité à qui que ce soit disons, de modifier la politique. L'Irak, plus dramatiquement, eh bien, décide, de façon militaire, de redéfinir son voisinage avec l'Iran. Comme on sait, son invasion du territoire iranien eh bien, va provoquer une guerre meurtrière pendant plus de 8 années qui va littéralement être dramatique pour la population et avoir un impact considérable par la suite sur ce pays en termes économiques. L'Algérie eh bien, ne va pas envahir le Maroc, elle ne va pas considérer que le Sahara occidental est disons, un casus belli qui de fait amène à un conflit, mais elle va faire un petit peu comme le Pakistan fait avec l'Inde au Cachemire, elle va faire une guerre par procuration, c'est-à-dire elle va donner des armes et de l'argent au front du Polisario pour qu'il nuit au développement du Maroc. Et vous avez de très beaux travaux qui vous expliquent que si le Maroc dans les années 80 était très pauvre, c'est parce qu'il avait 150 000 soldats dans le sud qui lui coûtaient beaucoup d'argent et qui ne lui permettaient pas de s'occuper du nord. Donc à partir de là, l'Algérie se disant eh bien moi j'ai une rente pétrolière, ça va me permettre de ruiner le Maroc dans cette guerre pendant que nous, Algériens, on va s'en sortir. Résultat, à la fin des années 80, ces trois pays ont échoué dans leur stratégie dite militaire. L'Irak eh bien, est ruiné. Je vais donner un chiffre très précis. En 1981, avant que l'Irak attaque l'Iran, l'Irak a 30 milliards de dollars d'avoirs en réserve. Quand la guerre contre l'Iran est terminée, l'Irak a une dette de 100 milliards de dollars et une économie incapable de la rembourser. Vous voyez très clairement le résultat. Hein, c'est toute la décennie 70 est dilapidée. À la fin des années 80, l'Algérie croyait avoir affaibli le Maroc. En 1988, c'est elle qui est soumise à des émeutes, celle d'Alger, qui déstabilise tout l'État FLN. Pourquoi? Parce que la population se vit mal. Elle n'a plus de homards dans les cafétérias, ça va mal, il y a des problèmes, ça pose un certain nombre de difficultés, la jeunesse se révolte, elle conteste, elle critique et elle se met surtout à détruire les symboles du FLN. Schéma inimaginable pour l'armée et pour le FLN, que sa propre population se retourne. On imaginait davantage des émeutes sans fin au Maroc, un renversement de la monarchie. Non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il s'est passé des émeutes en Algérie. Il s'est passé une contestation de l'État FLN. Quant à la Libye, eh bien, dès 1986, elle est soumise à un bombardement qui est celui de l'opération dite Eldorado. Les États-Unis eh bien, bombardent le territoire libyen, notamment un certain nombre de casernes qui deviendront célèbres, comme celle de Bab Azizia, donc récemment, pour faire en sorte que la Libye cesse de mettre en avant sa politique terroriste. Résultat, Kadhafi va accentuer son soutien au terrorisme. Après 86, il fera exploser, dit-on, deux vols au-dessus, l'un du Niger et l'autre au-dessus de l'Écosse. Il fera également exploser une discothèque à Berlin, la Belle. Donc, c'est inacceptable. Pardon ? C'était avant le bombardement. Non, 86, c'est le premier... C'était le prétexte du bombardement, la Belle.
La bombe de la belle. Ah pardon, la discothèque, oui, pardon, je croyais les 2 vols, d'accord, merci, non, j'ai été, merci pour la précision. Donc un bombardement en 86, 2 vols qui explosent après, donc les Libyens considéreront que coup pour coup, c'est ce qu'ils remettront, sauf qu'en 1991, le Conseil de sécurité, pour différentes raisons, met la Libye sous embargo partiel, je vais y revenir. Fin des années 80, ces pays qui avaient commencé avec une idée que le pétrole était bénéfique, il allait les faire sortir de la pauvreté, qu'il allait les développer, qu'il allait leur donner les moyens de devenir des puissances, en 1990, ces 3 pays, de façon incroyable, se retrouvent dans une situation assez catastrophique. L'Irak, pour solver sa dette, envahit le Koweït. Et le ministre du pétrole irakien, à la télévision, vient et dit aux Irakiens, le Koweït, c'est notre solution. C'est-à-dire qu'en envahissant le Koweït, on va rembourser la dette. Je dis, ok, c'est pas comprendre les relations internationales, enfin, c'est prendre une banque en fait. Voilà, c'est pas comme cela que ça peut marcher. Et il le dit publiquement, hein, c'est vraiment les Irakiens sont pris à témoin devant le fait qu'on prend le Koweït parce qu'au Koweït, eh bien, il y a un fonds qui s'appelle le Kuwait Investment qui a 100 milliards de dollars en placement à l'étranger. L'Irak a 100 milliards de dollars de dette. C'est très simple, je prends les 100 milliards aux Koweïtiens et j'ai plus de dette en Irak. C'est vrai que c'est très simple. C'est pas comme ça que ça se passe, que ça marche surtout. En Algérie, eh bien, pour sortir de cette contestation sociale, le régime décide de mettre en avant une politique, comme vous le savez, disons, d'ouverture avec des élections, etc. Le Front islamique du salut remporte ces élections, l'armée algérienne interrompt ce processus, et c'est une guerre civile qui se met en route et qui va durer quelques années et qui va valoir à l'Algérie, en particulier à ses responsables militaires, non pas un embargo officiel, mais un embargo moral, c'est-à-dire qu'aucun responsable occidental ne voudra officiellement s'afficher avec les responsables algériens. Officieusement, on se retrouvera là où on peut. Officiellement, personne ne voudra être dans une photo à la une avec un général algérien, parce que à ce moment-là, l'Algérie va subir, disons, une campagne assez forte sur le plan médiatique en termes de violation des droits humains. Quant à l'Irak, son invasion du Koweït lui vaut un embargo total, pour certains historiens plus dur que finalement celui imposé à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, où véritablement on va faire de l'Irak une sorte d'expérimentation, disons, inhumaine de sanctions internationales. Les chiffres varient, mais globalement, on considère que les victimes, c'est au bas mot par dizaines de milliers, si on est très, disons, dans la fourchette bas. Pour d'autres, c'est au moins un demi-million de morts sous cet embargo. Donc le pétrole, dans les années 90, eh bien, ce n'est plus du tout la bénédiction des années 70. C'est davantage ce que un des fondateurs de l'OPEP, le président vénézuélien Juan Alfonsín Pérez avait appelé le pétrole, c'est l'excrément du diable. C'est-à-dire, c'est finalement un très grand malheur d'avoir cette richesse dans ce cadre-là. Le pétrole n'est plus du tout, et lui, le disant pour le Venezuela, non pas de Chavez, mais le Venezuela est passé à peu près par des cheminements proches des pays que j'ai décrits, avec un grand Venezuela, puis un petit, un moyen, et beaucoup de pauvreté et de corruption, sans avoir la guerre, c'est mieux pour eux, mais globalement avec l'idée que le pétrole a noyé, tué, détruit la capacité de développement de ce pays. Eh bien, en mettant en avant le fait que le pétrole est un excrément du diable, en fait, il va soulever, de façon beaucoup plus, disons, je dirais, moins imagée et plus académique, il va formuler ce qu'on va appeler la théorie de la malédiction des ressources, c'est-à-dire que finalement, beaucoup de chercheurs vont commencer à se demander, mais par quel mécanisme des pays qui sont dotés d'une telle richesse arrivent-ils à des résultats aussi catastrophiques? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que autant de richesses ne servent pas au développement? Et on va donc s'intéresser à ce qu'on va appeler cette malédiction des ressources à partir des années 90. On va considérer que l'Algérie est un prototype, un modèle, en disant, voilà, enfin, regardez de l'argent et finalement des résultats extrêmement mauvais. Et bien, cette théorie, elle va être fondée sur quelque chose d'assez simple. Et elle part d'abord d'un pays qui est celui des Pays-Bas, la Hollande,
C'est ça qu'on appelle à la fois, on dit qu'en anglais c'est la Dutch des Eyes. C'est un pays, la Hollande, qui dans les années 50, 60, découvre des méga gisements de gaz. La Hollande, à ce moment-là, c'est un pays industrialisé, avec une économie diversifiée, etc. Et voilà que les Hollandais, avec les méga gisements de gaz qu'ils découvrent, se mettent à exporter du gaz dans les années 60, etc., 70. Et ils découvrent aussitôt que les investissements qui arrivent aux Pays-Bas, qui jusque-là étaient répartis dans plusieurs secteurs de l'économie, l'agriculture, les tulipes, le tourisme, je ne sais pas, hein, eh bien voilà que les investisseurs sont intéressés que par un seul secteur, le gaz. C'est le plus lucratif, le plus sûr. Le reste ne les intéresse plus, premièrement. Donc les Pays-Bas, qui avaient une économie très diversifiée, voient la part de l'industrie énergétique devenir de plus en plus importante. Problème, l'industrie énergétique emploie quasiment personne au sein de la population active. Je vous donne un chiffre. 3% de la population active algérienne travaille dans l'industrie pétrolière. Et qu'est-ce qu'ils font les 97 autres? On ne sait pas. En Libye, c'est pareil. En Irak, c'est pareil. Ça veut dire que cette industrie pétrolière ou énergétique est extrêmement lucrative, mais très peu, très très peu, finalement, créatrice d'emplois directs. Elle crée des emplois indirects, par la redistribution. Oui, la redistribution crée des emplois indirects. Mais ces emplois indirects sont hyper dépendants des revenus pétroliers. Dès l'instant où il n'y a plus de revenus, il n'y a plus d'emplois indirects. Donc les Pays-Bas découvrent cette difficulté. À cela, ils voient leur monnaie, le florin, devenir immédiatement surévaluée. Comme il y a une rentrée massive d'argent, les Pays-Bas, ils vendent leur gaz, on leur donne beaucoup d'argent, donc il y a une rentrée massive d'argent, et bien voilà que les prix aux Pays-Bas deviennent plus élevés. Donc ils détruisent finalement la capacité d'exporter autre chose que du gaz. Et voilà qu'en quelques mois, voire quelques années, les Pays-Bas n'arrivent plus à exporter rien d'autre que du gaz, alors qu'auparavant, ils avaient une économie différente. Donc les Pays-Bas vont stopper cette industrie-là, mettre un certain nombre de restrictions afin d'éviter qu'elle ne détruise toute l'économie, disons, de la Hollande. Ce mécanisme, on va l'observer dans les pays comme l'Algérie, la Libye, l'Irak, où finalement, ces pays vont en permanence insister pour qu'on vienne investir hors du secteur des hydrocarbures. Ils vont dire, mais venez faire une usine de voitures chez nous, venez investir dans l'agriculture, venez investir dans les transports. Et les investisseurs étrangers vont dire, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre gaz et votre pétrole. Le reste ne nous intéresse pas. C'est pas rentable. Le temps que cette usine me rapporte quelques millions de dollars, c'est 15 années d'investissement. Il faut que je fasse la route, je forme les salariés, je trouve des débouchés. Alors que votre pétrole, je mets 500 millions cette année et je gagne 50 millions pendant 50 ans avec ces revenus-là. Donc, il n'y a pas d'intérêt à développer autre chose que du pétrole. Donc ces pays vont découvrir que cette richesse attire essentiellement ceux qui, finalement, sont prêts à investir dans ce domaine-là. Reste aux États, s'ils en avaient été capables, d'utiliser les ressources pétrolières pour développer les autres secteurs de l'économie. Certains vont essayer. Le problème, c'est qu'on ne développe pas une industrie sur, disons, sur du factice. Je vais m'expliquer en prenant le cas de l'Algérie. L'Algérie avec notamment son système qu'on va appeler les industries industrialisantes. Les industries industrialisantes, c'était un modèle académique d'abord, qui avait été formulé par un certain nombre d'économistes, mais le plus, disons, celui qui a adossé son nom à cela, de Bernis, hein, donc universitaire de Grenoble, très important, très réputé à ce moment-là, eh bien il met un modèle économique extrêmement séduisant hein, sur le plan théorique. Il dit aux Algériens, et ensuite aux Libyens, voilà, vous avez du pétrole, ce pétrole peut vous permettre assez rapidement d'investir dans des industries finalement de production de biens d'équipement. Ces biens d'équipement vont vous permettre de fabriquer vous-même, Algériens, les biens de consommation dont vous avez besoin. Ce qui vous évitera d'importer ces biens de consommation. Alors c'est très bénéfique pour vous, au lieu d'avoir une balance commerciale déficitaire, eh bien elle sera excédentaire parce que non seulement vous vendrez du pétrole, mais en plus vous vendrez des tracteurs, des machines à laver, des gens passent. Bon. Alors, les Algériens sont séduits, et de Bernis, dans son modèle, leur dit, pour arriver à cela, il faut se doter
des industries les plus modernes. Il ne faut pas acheter des industries de fabrication de biens d'équipement anciennes. Il faut aller immédiatement vers les plus modernes, les plus, disons, compétitives. Les Algériens font cela. Ça leur coûte quand même quelque part du PIB pendant des années. Et puis, ils arrivent avec leurs tracteurs. En effet, l'Algérie a des tracteurs. Les Marocains, je regarde les tracteurs algériens, on se dit, wow, ça c'est la Chine, à côté, ils ont les tracteurs dans les années 80, 90, on se dit, c'est incroyable. Sauf que, qui veut acheter les tracteurs algériens? Personne. On n'arrive pas à trouver de marché, parce que des produits, c'est bien de les fabriquer, mais il faut ensuite des clients. Donc, comme on n'en trouve pas, simplement parce que soit ils ne sont pas aux normes, soit dans le marché international, il y a une telle compétition que c'est plus difficile de vendre un tracteur algérien qu'un tracteur français, allemand, suédois, etc. Donc les Algériens, ils vont se retrouver avec des tracteurs, des machines à laver, ils vont d'abord les donner à leurs paysans, on va dire, voilà, c'est subventionné, on vous les donne. Les paysans vont dire, oui, mais nous, on est des paysans, mais on n'a plus de terre. Parce que grâce à la réforme agraire, vous nous avez enlevé toute la terre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de tracteurs? Donc, c'est pas cohérent. Alors, les paysans, qui ont beaucoup de bon sens, vont prendre leurs tracteurs, ils vont les vendre aux Marocains et aux Tunisiens, je dirais, dans le commerce informel. Ils vont dire, bon, je connais des paysans marocains, je leur vends moins cher, et ils vont me donner un peu d'argent, et on va avoir des tracteurs algériens en Tunisie et au Maroc, mais qui vont se vendre de façon totalement informelle, etc. Et l'agriculture algérienne va rester déficitaire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y aura jamais d'agriculture qui sera développée. Donc ça, c'est un mécanisme qui va... On pourrait reproduire cela sur les machines à laver, Ils vont trouver des débouchés, notamment dans une économie de troc, avec des pays de l'ex-URSS, notamment des pays dits, disons, du bloc soviétique, qui, eux, vont échanger avec l'Algérie. Alors si, par exemple, la Roumanie fabrique, je ne sais pas... des chaussures, eh bien, les Algériens, plutôt d'acheter des chaussures marocaines, qui serait un peu difficile politiquement à accepter de marcher avec des chaussures marocaines, moins chères, mais le pays voisin, on a des problèmes, ils vont acheter des chaussures en Roumanie. Et en contrepartie de quoi, les Algériens vont donner des machines à laver algériennes. Bon, on va faire un troc. Personne ne sortira de l'argent, mais on n'est pas dans une conquête des marchés sur le plan, disons, asiatique. Donc, ces industries industrialisantes vont en fait s'avérer un échec, dès à la fin des années 80, début des années 90, et au cours des années 90, en particulier pendant la guerre civile, alors là, ça va être, on va tout simplement vampiriser les usines, les ouvriers ne vont plus avoir de travail, les ouvriers vont faire une chose très simple, ils vont démonter les machines, ils vont les ramener chez eux, et dans leur propre maison, ils vont faire des petits ateliers, ils vont fabriquer des pièces comme ça, et les usines vont avoir un taux de productivité de moins de 15%, c'est-à-dire elles ne produiront plus rien, à l'exception des secteurs liés, encore une fois, à l'énergie, où là on continuera à fabriquer les aciers nécessaires aux pipelines, etc. Ce sont les seuls secteurs qui vont marcher, et on pourrait, disons, reproduire ces modèles-là. Si je prends le cas de la Libye ne va pas se lancer dans les industries industrialisantes, elle va se lancer dans disons, ce qu'on va appeler la grande rivière souterraine. Qu'est-ce que c'est que la grande rivière souterraine? C'est l'invention géniale de Kadhafi d'aller chercher de l'eau à 2000 km du littoral dans une nappe phréatique qui n'est pas renouvelable, dont on pense que la durée de vie est 50 ans, et on va dépenser plus de, alors je dis plus, les chiffres varient, entre 25 milliards de dollars et 75 milliards de dollars pour construire un réseau inimaginable de galeries souterraines afin de ramener de l'eau potable vers Tripoli et Benghazi. C'est au litre d'eau le plus cher au monde. En proportion de l'investissement, c'est le litre d'eau le plus cher au monde. Quand on va dire à Kadhafi, mais pourquoi ne pas installer des usines de dessalement d'eau de mer sur le littoral, vu tout simplement que 3% du territoire fait vivre l'ensemble des Libyens. Les Libyens vivent sur 3% de leur territoire. Pourquoi utiliser des autoroutes souterraines qui ont coûté une fortune pour apporter de l'eau potable alors que des usines de dessalement auraient fonctionné? Kadhafi va avoir comme réponse, parce que la Libye est africaine, elle va donc chercher son eau au fin fond du sud de la Libye, de l'Afrique, une sorte de politique, disons, sur le plan idéologique qui n'aura aucun sens, mais sur le plan économique, elle sera catastrophique. Les sociétés qui feront cela, d'abord une société coréenne, Dongsand, elle fera faillite, ensuite il y aura un petit peu des Américains, ensuite il y aura des Chinois, on aura une panoplie d'entreprises en faillite qui, finalement, généreront très peu de résultats. Alors il y a de l'eau potable à Tripoli, à Benghazi, tant mieux, mais économiquement, s'il y avait eu, disons, autour de Kadhafi,
des cercles écoutés, je crois qu'une usine de dessalement d'eau de mer, d'après ce que j'ai compris, c'est entre 500 millions et 700 millions de dollars. C'est-à-dire, on est 30 fois moins cher que ce qu'on a dépensé pour faire venir de l'eau du Sud, dont on sait que la nappe est valable 50 ans. Il n'y aura plus d'eau après. Donc, vous voyez, ce type d'aberration économique, eh bien, va, disons, d'une certaine manière, nuire très gravement à ces pays, à tel point que dans les années 90, eh bien, là aussi, de façon assez incroyable sur le plan historique, les séquences sont assez frappantes. Eh bien, 91, c'est la grande insurrection contre Saddam Hussein à Bagdad, des chiites essentiellement, après, disons, l'échec de l'armée irakienne au Koweït, réprimé violemment, dont on estime qu'il y a plus de 100 000 morts à ce moment-là. 1992, en Algérie, c'est l'insurrection des islamistes après l'interruption du processus électoral. 1995, en Libye, c'est le groupe islamique combattant qui déclenche le djihad contre Kadhafi et qui l'accuse de tous les maux. Dans les années 90, ces pays sont les trois à la fois contestés militairement par des groupes islamistes qui espèrent renverser ces régimes et instaurer des États islamiques qu'ils considéreront ou qu'ils considèrent comme plus, disons, responsables, plus équilibrés, etc. Tout au long de la décennie 90, on est véritablement dans l'aspect le plus, je dirais, terrible de la rente pétrolière. La rente ne sert qu'à maintenir des régimes profondément contestés par leur société. Et donc cette rente va essentiellement servir à financer des appareils militaires, sécuritaires, qui vont réprimer leur propre société. Donc ces régimes qui partaient dans les années 70 avec un enthousiasme, une euphorie et une confiance dans l'avenir, dans les années 90, vont se retourner contre leur propre société et vont littéralement, disons, créer toutes les situations que l'on a pu connaître à ce moment-là. À la fin des années 90, le pétrole ne fait plus rêver. Plus personne qui croit, ni en Irak, ni en Libye, ni en Algérie, que le pétrole est une source bénéfique, etc. Par un hasard assez, disons, chanceux pour ces pays, le 11 septembre 2001, eh bien, Al-Qaïda, Ben Laden décident d'aller attaquer les États-Unis à New York, à Washington. Et voilà que ces pays qui étaient marginalisés sur le plan international, la Libye était sous embargo, l'Irak sous embargo, l'Algérie un petit peu mise à l'écart, bien que Bouteflika essayait de remettre en selle ce pays sur la scène internationale. Voilà que le 11 septembre, eh bien, la communauté internationale est à nouveau saisie d'une inquiétude, celle autour du terrorisme. Et en 2003, deux grandes chances pour ces pays, deuxième grande chance, le prix du baril du pétrole, pour des raisons qui échappent à la plupart des économistes spécialistes des prix, se met à grimper, à partir de 2003, à grimper de telle sorte qu'en moins de 5 ans, le prix du baril du pétrole, qui était autour de 30-40 dollars dans les années, autour des années 2000, atteint les 148 dollars en 2008. Qu'est-ce que ça génère au niveau de la communauté internationale? À la peur de l'islamisme va s'ajouter la peur de l'approvisionnement énergétique. Or, de l'énergie, ces pays en ont, et voilà que, aussitôt, l'Algérie va offrir ses services aux États-Unis et à l'Europe, à la fois pour combattre le terrorisme, mais également pour sécuriser son approvisionnement énergétique vers l'Europe. L'Algérie, c'est 10% des importations de gaz de l'Europe. C'est considérable. C'est considérable, c'est extrêmement important. L'Algérie est le 3e fournisseur de gaz de l'Europe, après la Russie et la Norvège. C'est un pays déterminant dans ce qu'on appelle l'architecture, disons, de la sécurité énergétique en Europe. La Libye va immédiatement comprendre qu'elle peut, alors que Kadhafi avait développé un anti-impérialisme tout au long de sa carrière, voilà qu'au lendemain du 11 septembre, il est le premier chef d'État arabe à dire publiquement que les États-Unis ont tout à fait le droit d'aller bombarder Al-Qaïda en Afghanistan et que les talibans, si on les élimine de la terre, c'est pas un problème. Pourquoi? Eh bien parce que lui-même, tout au long de la décennie 90, il a été soumis à des tentatives d'assassinat de la part d'islamistes chez lui, qu'il considérait comme proches d'Al-Qaïda. Le seul qui ne va pas s'en sortir, c'est l'Irak de Saddam Hussein,
sans que les Irakiens ne comprennent trop vraiment pourquoi. J'ai souvenir d'un voyage en 2002 à Bagdad, lorsque les collègues irakiens à l'université de la Mustaseria, je leur disais que, sans qu'on comprenne pourquoi, vous, Irakiens, vous êtes accusés d'être avec Al-Qaïda. Les Irakiens disaient, mais nous, Al-Qaïda, c'est... Il ne peut pas y avoir d'Al-Qaïda chez nous, Saddam Hussein les déteste tous, il les a tous tués. Donc c'est quelque chose qui est impensable. Donc là, on va tomber dans notre histoire, qui va être celle de la fabrication, de la construction mensongère de l'Irak comme allié d'Al-Qaïda pour son invasion. Le seul des trois pays qui ne va pas s'en sortir, c'est l'Irak, et qui va donc être envahi en 2003, alors que la Libye et l'Algérie vont réussir à voir leur embargo levé, définitivement. La Libye qui était marginalisée et considérée comme un État paria, la Libye, dès l'instant que l'on va découvrir que plus de 40% de son territoire recèle encore du gaz et du pétrole mais n'a pas été exploité, eh bien les Libyens, et en particulier Kadhafi, va être invité à Rome, à Bruxelles, à Paris, à Madrid, à Londres, etc. Kadhafi qui va passer d'un terroriste banni, ou du moins d'un soutien au terrorisme, à, disons, un chef d'État digne de toutes les éloges, comme ici, une sorte de Nelson Mandela, accueilli de partout. On va se plier à ses désirs, il va vouloir mettre sa tente quelque part, on va lui mettre sa tente quelque part, il va vouloir du lait de chameau dans telle capitale, on va lui trouver du lait de chameau, enfin, on va satisfaire tous ses caprices. Lui va comprendre que subitement il est redevenu extrêmement important, parce qu'à ce moment-là, les Européens ont peur de l'approvisionnement énergétique. Et Kadhafi, très habilement, comme l'Algérie, fait une loi qui permet de vendre ce qu'on appelle des blocs. Des blocs, ce sont des portions de territoire qui sont vendues aux enchères pour des concessions, c'est-à-dire que pendant 25 ans, on remet à des entreprises qui ont réussi, qui ont gagné les enchères, le droit d'explorer, d'exploiter et de commercialiser ce pétrole. Eh bien, les compagnies internationales se ruent en Libye et découvrent un pays qui n'a pas été exploité, qui a tout à faire. On se met à imaginer que la Libye, il n'y a toujours pas de chemin de fer en Libye, donc vous imaginez tout le monde, on ne cherche pas à vendre le TGV parce que ça ne serait pas sérieux, il n'y a pas de voie ferrée encore. Donc on se met d'abord à dire, mais faisons des lignes de chemin de fer, puis on vous vendra le TGV. Ensuite on imagine tout ce qu'on peut faire en Libye. Donc chacun considère que la Libye est un Eldorado en Méditerranée, et Kadhafi en profite de façon extraordinaire. C'est sans doute avant sa fin dramatique, disons, son apogée en termes de reconnaissance. L'Algérie, eh bien, fait aussi bien avec Bouteflika, qui arrive à faire tourner la page de la guerre civile à travers sa politique de réconciliation et de concorde civile. L'Algérie est accueillie, notamment Bouteflika est accueilli à l'Assemblée nationale à Paris, il est accueilli 3 fois aux États-Unis, il va dans différentes fondations aux États-Unis vanter le secteur énergétique algérien, notamment la fondation James Baker, où il vante le fait que la Sonatrach pourrait être privatisée. Les États-Unis se disent waouh, c'est incroyable, l'Algérie devient extrêmement attractive, et parallèlement à cela, l'Algérie, comme la Libye, eh bien, distribue des listes de terroristes potentiels liés à Al-Qaïda afin d'aider les pays occidentaux en guerre contre Al-Qaïda après le 11 septembre. Donc ces deux pays s'en sortent bien et deviennent des partenaires, à tel point que l'Union européenne, qui est en pleine reconfiguration de sa politique européenne en Méditerranée, dans le cadre de ce qu'on va appeler la politique européenne de voisinage, avec techniquement des plans d'action qui visent à déterminer des relations bilatérales. Ces deux pays disent, si la Tunisie, l'Égypte et le Maroc veulent signer avec vous des plans d'action, nous, Algériens et Libyens, on n'en a pas besoin de vous. L'Europe, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est les Européens qui doivent faire une sorte de, disons, de politique de séduction pour dire mais non, mais venez avec nous, mais c'est très important, l'Europe c'est bien pour vous, etc. Et l'Algérie et la Libye expliquant que qu'est-ce que vous allez nous apporter? C'est nous qui avons l'argent, c'est pas vous. Vous avez la pauvreté, le chômage aujourd'hui, les déficits, on n'a pas besoin de votre Europe. Et donc, derrière ces négociations, en réalité, se joue la non-conditionnalité des relations. Les Algériens et les Libyens veulent imposer aux Européens, ce qu'ils ont réussi, l'absence de conditionnalité politique, c'est-à-dire aucun droit de regard sur la société civile, sur la liberté d'expression, sur la liberté de représentation, sur, bien évidemment, disons, la liberté d'association, autant de facteurs que les Européens vont dire, bon, on va
on va mettre un peu d'eau dans son vin, même si ce n'est pas la boisson de la région, pour essayer de ne pas avoir de problème. Et l'Algérie va accepter de signer avec l'Europe. La Libye, jusqu'à la veille, et c'est extrêmement intéressant parce que le négociateur libyen, Mohamed Zidane, de l'accord avec Bruxelles et la Libye, eh bien, il était en train encore de négocier à Bruxelles pendant que son pays était presque en train d'être envahi par l'OTAN. Donc, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on continuait à croire que la Libye serait dedans. Il n'y a jamais été finalement, pour des raisons propres à Kadhafi et à son rejet de l'Europe dans ce partenariat. C'est dire combien ces deux pays vont avoir une importance grâce à leurs revenus pétroliers. Sur le plan purement, disons, économique, à la fin de la décennie, disons, 2000, quand on regarde brutalement les chiffres, eh bien c'est catastrophique. Le PIB par habitant de ces pays est très faible, il est littéralement, disons, extrêmement bas par rapport aux richesses que ces pays ont générées. Je vais vous donner un chiffre que je trouve toujours intéressant sur la Libye. De 1970 à 2000, on estime à peu près à 350 milliards de dollars les revenus, 350 milliards de dollars, les revenus issus de la vente des hydrocarbures. En 2000, le PIB de la Libye, c'est-à-dire le produit intérieur brut, sa richesse, sa production de richesse, est estimé à 30 milliards de dollars. Ce pays a gagné 350 milliards de dollars et sa richesse est estimée à 30 milliards de dollars. Un pays voisin comme la Tunisie a un PIB en 2000 supérieur de 1 milliard à la Libye. Tunisie qui n'a, je crois, c'est 500 000 barils par jour, enfin c'est dérisoire, c'est une consommation interne de pétrole. C'est dire que entre la Tunisie et la Libye, alors que la Libye a généré 350 milliards de dollars de revenus, son pays n'est pas plus riche qu'un pays voisin comme la Tunisie. Donc là, le constat, il est clair. Si on le compare avec un pays comme la Norvège, qui également, entre 1970 et 2000, a généré 350 milliards de revenus grâce au gaz et au pétrole, le PIB de la Norvège est de 250 milliards de dollars. C'est-à-dire que les Norvégiens voient concrètement la richesse pétrolière et gazière sur leur territoire, de par leurs infrastructures, la qualité de vie, etc., là où les Libyens n'en voyaient pas la couleur, ni l'odeur. Pourquoi? Eh bien parce que dans les années 2000, qu'est-ce qu'on va découvrir? Que Kadhafi a à peu près 140 comptes offshore. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a plus de comptes à l'étranger sans lesquels on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'y passe, que de richesses investies dans son propre pays. Quand l'OTAN, pour être plus précis, va attaquer la Libye, le Kadhafi, eh bien on va on va révéler, au moins dans la presse, que les avoirs libyens, c'est plus de 140 milliards de dollars. Où sont-ils ces avoirs? Ils sont dans nos banques. Ils ne sont pas, alors pour certains dans nos banques, et pour d'autres dans des lieux beaucoup plus secrets, mystérieux, les fameux comptes offshore de l'économie grise, on va dire. Forcément, les Libyens vont se rendre compte qu'en effet, ça se comprend. Si l'argent à l'extérieur n'est pas en Libye, c'est normal qu'en Libye, il n'y ait pas les infrastructures nécessaires. Donc à ce niveau-là. Donc cette rente pétrolière, eh bien, elle ne va plus du tout être perçue dans les années 2000, comme elle l'a été dans les années 80, 70, comme une bénédiction. On va davantage la voir comme une malédiction. Et on va la voir d'autant plus comme une malédiction qu'on va se rendre compte que, comme ça a été dit dans le débat ce matin, eh bien que cette rente, elle génère des appétits. Des appétits non seulement nationaux, ça c'est toute l'histoire de ces pays avec la volonté de contrôle de la rente par les dirigeants, mais également des appétits internationaux, des appétits régionaux, des appétits, disons, qui vont bien évidemment déstabiliser profondément ces pays, mais dont la responsabilité, pour moi, première, ne relève pas de l'extérieur, mais d'abord et avant tout de l'intérieur. Les Libyens de Kadhafi ont fait leur propre malheur. Les Irakiens de Saddam Hussein ont fait leur propre malheur. Les Algériens ont créé leurs propres problèmes. Les appétits extérieurs viennent profiter de la faiblesse de ces pays. Si ces pays avaient réussi, comme l'Indonésie ou la Malaisie, deux autres grands pays pétroliers,
à se protéger de la malédiction des ressources. Comment? L'Indonésie, dans les années 80, va faire en sorte que son économie va se diversifier. Elle va cesser d'être un simple exportateur de matières, disons, énergétiques. Elle va développer une industrie, des services, du tourisme, et elle va ramener la part de la rente pétrolière dans le budget de l'État à moins de 25-30%. C'est-à-dire, elle va faire en sorte qu'elle ne dépendra plus seulement de cela. La Malaisie également. Donc, vous voyez, deux pays musulmans, pétroliers, avec un passif autoritaire très lourd. Hein. C'est pas deux pays... L'Indonésie, en 1965, c'est le massacre de 500 000 communistes. C'est juste pour vous dire, ce ne sont pas des pays qui ont la main légère sur le plan politique, mais qui vont, sur le plan économique, s'efforcer de sortir de cette situation-là. Eh bien, l'Algérie, la Libye et l'Irak, en aucun cas ne vont parvenir à cela. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi? Comment? Qui est responsable? Etc. Je n'ai pas forcément de réponse. Je préfère vous poser les questions et avoir un échange avec vous. Mais il est clair que le problème, pour ma part, il est là. Il est dans cette difficulté-là, beaucoup plus dans ce que les États-Unis, l'Europe peuvent ensuite faire. Alors, une des hypothèses que moi j'ai formulées avec d'autres, c'est bien évidemment le fait que ces pays n'ont jamais soumis leur rente pétrolière à un exercice ou à un contrôle démocratique. Le fait que ces pays soient demeurés pendant plus de 30 ou 40 années eh bien, sous l'arbitraire de décisions autoritaires, jamais discutées, jamais critiquées, jamais remises en question, il est évident que cela n'a pas pu permettre, disons, de redéfinir des politiques de développement. Donc je crois qu'un des facteurs et un des problèmes liés à la rente pétrolière, c'est pas tant le fait qu'il y ait des ressources énergétiques, ça peut être une chance, c'est le fait que ces ressources ne soient soumises à aucun exercice démocratique, à aucun contrôle démocratique. Si je vous prends une société comme celle de Statoil, en Norvège, et que je vous la compare à une comme la Sonatrach en Algérie ou la NOC en Libye, son fonctionnement, c'est la nuit et le jour. La responsabilité de ses dirigeants, c'est la nuit et le jour également. Statoil met sur Internet des documents officiels qui mettent en avant les dépenses de ses cadres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Statoil interdit à ses cadres, lorsqu'ils déjeunent, y compris au niveau professionnel, d'avoir du vin à table, sinon c'est à leurs frais. On est dans des choses assez incroyables. Disons, Statoil interdit également des voyages sous couvert de colloques, de séminaires informatifs, qui sont en fait parfois des voyages touristiques pour d'autres compagnies. Et bien là, on est vraiment on est dans un véritable contrôle, parce que les Norvégiens se disent, d'abord, ce pétrole, il est collectif, et ensuite, ce pétrole, il ne va pas toujours durer. Qu'ont fait les Norvégiens avec cette ressource pétrolière et gazière, surtout? Ils ont créé un fonds de pension. Ce fonds est directement alimenté par les revenus pétroliers, qui est placé dans la perspective future, quand il n'y aura plus de pétrole, eh bien on utilisera ce fonds pour continuer à permettre à investir en Norvège. Là où l'Algérie, la Libye et l'Irak dépensaient avant même de gagner ce qu'ils devaient finalement produire. La situation, j'en ai pas parlé, mais elle est simple. Ces trois pays se sont retrouvés, en particulier l'Irak et l'Algérie, en situation de surendettement, alors même que c'était des pays en situation de surcapacité financière. C'est un petit peu comme si nos grandes banques, aujourd'hui, se retrouvent surendettées. L'opinion a du mal à comprendre comment des banques sont surendettées. Eh bien, c'est comme pour des pays pétroliers non démocratiques, c'est parce que personne ne les a contrôlés à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long.